Bien, écoutez, bienvenue à tout le monde. Chers amis, comme on dit, toujours à l'IME, chers amis de l'eau, chers membres et partenaires de l'IME. Donc, dans le cadre de notre rencontre virtuelle mensuelle que nous avons démarrée au mois d'avril, nous accueillons aujourd'hui Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Bernard Valero, qui est directeur général de l'AVITEM, Association des villes et territoires méditerranéens durables. Bernard Valero donc a fait ses études secondaires au lycée Lyautey, ça ne s'invente pas, à Casablanca, pour quelqu'un qui œuvre aujourd'hui pour la Méditerranée. Donc, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1975, il est admis au concours de secrétaire adjoint des affaires étrangères en 1977 et il mènera avec brio une carrière de diplomate pour atteindre le titre de ministre plénipotentiaire et ambassadeur de France. Donc cette carrière de diplomate l'a mené au-delà du Maroc et de la France, bien sûr, à officier auprès de plusieurs consulats et ambassades dans le monde, dont Dublin, La Havane, Québec, Madrid, Washington, Barcelone, Skopje, où il été nommé en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et enfin Bruxelles, en qualité d'ambassadeur de France. En 2015, octobre 2015 exactement, il est nommé directeur général de l'AVITEM par décret présidentiel. Bernard Valero est aussi largement reconnu par ses pairs, puisqu'il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, chevalier des palmes académiques et je pense qu'il en est certainement fier, grand officier de l'Ordre Isabelle la Catholique Espagne, qui n'est pas quelque chose commun pour un Français. En résumé, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un grand serviteur de l'État français et un spécialiste de l'international. L'AVITEM a été créée en 2012 et est basée à Marseille. L'Agence des villes et territoires méditerranéens durables, comme son nom l'indique, a pour objet de mettre en place un dispositif d'échange d'expériences, d'expertise et de formation permettant des démarches de développement urbain et territorial en Méditerranée. Elle a été ces dernières années en première ligne pour l'organisation notamment des journées Méditerranée du futur organisées par la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Méditerranée du futur 4, qui devrait avoir lieu le 3 décembre prochain, si tout va bien, sauf imprévu, aura pour thème Pandémie en Méditerranée, comment faire face ensemble. Dans ce cadre, l'IME a proposé au président de la région, Renaud Muselier, d'organiser un atelier sur le thème Eau et pandémie Covid-19, retour d'expérience méditerranéenne. Nous sommes aujourd'hui plus de 60 inscrits, issus de 13 pays, Algérie, Belgique, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Malte, Maroc, Portugal, Tunisie et Turquie nous font l'honneur de s'être inscrits. Bon, nous avons qu'une quarantaine de présents à cette heure, mais les autres vont arriver, je n'en doute pas. Et donc aujourd'hui, j'ai proposé à Bernard Valero, compte tenu de son expérience internationale et de sa passion pour l'urbanisme et la Méditerranée, de nous présenter un thème qui lui est cher, à savoir urbanisme, eau et santé, et tout particulièrement l'impact des pandémies sur l'urbanisme d'hier, d'aujourd'hui et peut-être de demain. Les villes méditerranéennes ont particulièrement été touchées par les pandémies au fil des siècles. Notre bonne vieille ville de Marseille a eu, je dis vieille parce qu'elle a plus de 2600 ans, a elle-même connu la peste, le choléra et autres fièvres typhoïdes mortelles à plusieurs périodes de son histoire, et encore une histoire relativement récente. En 1946, on détecte encore plus de 480 cas de fièvre typhoïde à Marseille. Donc ce n'est pas si loin. Ces pandémies, à répétition, ont généré des grands travaux d'aménagement urbain, et notamment dans le domaine de l'accès à l'eau, le canal de Marseille en 1850. Je cite, « Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il advienne, nous construirons le canal depuis la Durance jusqu'à Marseille. » Maximin Consolat, maire de Marseille de l'époque. Qui dirait ça aujourd'hui? Point d'interrogation. Ou de l'assainissement avec la construction du Grand Hémistère à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, 150 ans après, un nouveau type de pandémie sévit dans le monde et en Méditerranée. La Covid-19, comme on l'appelle, aura-t-elle des conséquences en matière d'urbanisme? Monsieur l'ambassadeur, la parole est à vous. Merci,
Merci beaucoup, Monsieur Messonnier. J'espère que on m'entend bien au niveau du son. Personnellement, je vous entends très bien. D'accord. Écoutez, un grand merci. Je suis vraiment très touché d'une part et très honoré d'autre part d'avoir été invité à votre conférence mensuelle. Je voudrais d'abord vous féliciter sur le principe d'avoir pris cette magnifique initiative. Vous l'avez prise en pleine période de confinement et ils sont très nombreux ceux qui vous suivent. Et ça ne m'étonne pas parce que je voulais rendre hommage à tous ceux qui, à l'Institut méditerranéen de l'eau, travaillent pour une Méditerranée plus résiliente, une Méditerranée plus durable, et pour construire cet espace d'échange, de partage d'expériences et de pôle d'expertise que représente l'IME. Je voulais le dire et je le dis avec beaucoup de sincérité. Et quand un diplomate se dit sincère, je crois qu'il faut prendre cela avec sérieux et ne pas laisser passer le moment parce que ce sont des moments très rares. Et vraiment, vraiment bravo pour tout ce travail que vous menez. Il est évident que lorsqu'on regarde un petit peu en arrière et lorsqu'on se projette dans les 20-30 prochaines années, la thématique qui est l'ADN de l'IME est au centre, au point de croisement de très nombreuses lignes de force en Méditerranée, et j'aurai l'occasion tout à l'heure d'y revenir. En vous écoutant reprendre les grandes étapes de ma carrière, je trouvais qu'au fur et à mesure de l'énumération, vous donniez autant de bonnes raisons pour montrer que je ne suis pas un spécialiste de l'eau. Je pense que tout le monde l'aura compris, mais ça ne m'empêche pas, avec toute l'équipe de la Vitem, de réfléchir à ce qui s'est passé depuis le mois de janvier-février et puis surtout à en tirer des conclusions pour l'avenir. Un avenir incertain évidemment à court et moyen terme et un avenir sur lequel j'aurai l'occasion de revenir qui est plutôt préoccupant sur le plus long terme. En ce qui concerne, et je vous les donne de manière peut-être un petit peu disparate, et ça a surtout pour objet de nourrir le débat et la réflexion de chacun et de tous. Nous avons fait ici à la Vitem 4 grandes séries d'observations au sujet de la crise sanitaire. Vous l'avez rappelé, Monsieur Messonnier, ce n'est pas la première fois que l'on parle de pandémie et d'urbanisme. Marseille va commémorer dans quelques semaines, je pense que ce sera notamment à l'occasion de la grande conférence Méditerranée du futur, le 300e anniversaire de la grande peste qui s'était abattue sur la ville de Marseille et qui en avait éliminé plus de la moitié de ses habitants. Et ces pandémies, le Covid n'échappe pas à la règle, sont avant tout des crises sanitaires qui se déroulent en milieu urbain. Avec la Covid-19, nous avons vu que nous sommes partis d'une mégapole chinoise de Wuhan pour aller jusqu'à New York, en passant par Milan, par Strasbourg, par Madrid. Donc nous sommes en face d'une crise sanitaire qui a eu pour cadre la cité. Et comme vous l'avez souligné, la Méditerranée et ses territoires urbains ont été particulièrement touchés et continuent évidemment de l'être toujours aujourd'hui. Donc, sur les quatre grandes séries d'observations que nous avons faites, la première observation est que cette crise sanitaire a servi de révélateur d'abord d'inégalités et de vulnérabilité. Des inégalités d'abord socio-économiques. Il est évident que lorsqu'on est confiné à 2 personnes dans un logement de 100 ou 150 mètres carrés, ce n'est pas
quelque chose d'insupportable, ça peut le devenir très vite et on en a eu malheureusement beaucoup d'exemples ici à Marseille lorsqu'on se retrouve avec une famille ou un ensemble de personnes de 10 voire plus individus sur des logements qui sont très exigus. Donc tout le monde n'est pas égal devant la crise sanitaire. Il en va de même de l'inégalité et de la vulnérabilité au niveau de l'emploi. Il est évident que lorsque vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas les mêmes interrogations, y compris en période de confinement et au milieu d'une crise sanitaire, que lorsque vous êtes restaurateur, lorsque vous êtes forain. C'est un sujet qui se pose aujourd'hui à Marseille. Donc là, nous avons vu beaucoup de différences, beaucoup de vulnérabilité sur le plan social et économique. Et puis nous avons vu également, avec beaucoup de force, des inégalités numériques. Évidemment, le télétravail s'est développé, le téléenseignement s'est également développé, mais lorsque on est sur des cellules familiales à revenus faibles, avec 3-4 enfants, un seul ordinateur pour la famille, c'est sûr que le téléenseignement, ce n'est pas la même chose pour des familles qui ont un ordinateur par enfant. Et il est évident que là, il y a des inégalités qui sont fortes. D'autre part, nous avons également observé une vulnérabilité stratégique très forte de notre économie nationale. On est capable de fabriquer, de construire des centrales nucléaires, on est capable de fabriquer des Airbus, mais il s'est trouvé qu'on n'était pas capable de fabriquer des masques. Et là, s'est posée la vulnérabilité de notre économie nationale dans des termes qui ont été particulièrement aigus à certains moments. Et puis, nous avons constaté également, et j'en terminerai par là sur ce premier point, nous avons constaté la vulnérabilité de notre système de santé. Il est évident que cette crise sanitaire ne pouvait pas être prévue, n'était pas prévisible, mais nous avons vu aussi combien la pression sur notre système de santé a été forte. Cela se traduit évidemment par un coût économique très fort, puisque nous avons été obligés de mettre le pays sous cloche, si je puis dire, pendant plusieurs mois, et ça a un coût macroéconomique évidemment très élevé. Cela s'est traduit également de façon beaucoup plus micro, mais tout aussi importante sur le plan humain, par la question des malades qui ne pouvaient pas être traités en temps réel et dont des interventions chirurgicales qui étaient reportées dans le temps, etc., etc. Et puis enfin, cela s'est traduit par l'usure des soignants, que ce soit les médecins, que ce soit les accompagnants, que ce soit les infirmiers. Il y a eu véritablement une érosion de la résilience de notre personnel, de soignants, tel que cela a été mis en relief durant la crise. Le deuxième point sur lequel je voulais mettre rapidement l'accent, c'est la mise à l'épreuve de la résilience des secteurs stratégiques. Je vais en énumérer quelques-uns. Ces secteurs stratégiques, d'après nous, ont la caractéristique d'être des paramètres de flux qui innervent la vie de la cité. Et donc l'importance de la maîtrise des flux a été mise en question. Heureusement que ces flux ont tenu. Le premier flux, c'était celui de la santé. C'est un flux entre ceux qui vont à l'hôpital et ceux qui en ressortent, si possible guéris. Le deuxième flux, c'était celui de la communication et des télécommunications et de tous les systèmes numériques. Le troisième flux, qui est important lorsque l'on parle de confinement de population entière, c'est celui de l'alimentation. Un autre flux qui était important et lié à celui de l'alimentation, c'était la relation ville-port. Ça a été un flux de logistique maritime particulièrement important, et je pense qu'en Méditerranée, personne n'y est indifférent, puisque notre espace méditerranéen que nous partageons est principalement structuré de métropoles portuaires depuis la nuit des temps, et c'est comme ça aujourd'hui que les choses fonctionnent. Un autre flux également qui était important, c'était celui du traitement des déchets. Et enfin, deux autres flux très importants et mis à l'épreuve pendant cette crise, c'était le flux de l'énergie et un flux qui vous est évidemment
familier aux uns et aux autres, c'est-à-dire celui de l'approvisionnement en eau. Et donc là, nous avons mis le doigt sur des secteurs stratégiques dont la crise sanitaire nous a montré combien il était important d'en assurer la maîtrise, d'en assurer la résilience. Le troisième point sur lequel que je voulais signaler, c'est la mise en question par cette crise sanitaire de la fonction historique, séculaire, de la cité comme source de sécurité. Depuis la nuit des temps, la cité, le regroupement d'individus sur un espace territorial donné, a été considéré comme un facteur de sécurité parce qu'il y avait le nombre, parce qu'il y avait des systèmes de défense, souvent parce qu'il y avait des centres de pouvoir politiques, intellectuels, culturels, économiques, etc. Et donc, depuis très longtemps, la cité est synonyme, sur bien des aspects, synonyme de sécurité ou de mieux vivre. Et là, nous avons vu quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Nous avons vu qu'en l'espace de 48 heures ou moins de 48 heures, la population parisienne a diminué de plus de 10%, c'est-à-dire qu'il y a eu un exode urbain. C'était pas, je crois que la dernière fois que nous avons eu un exode urbain en France, c'était en 40 devant l'avancée des armées allemandes. Donc, aucune comparaison entre l'un et l'autre, mais tout simplement pour dire que ce à quoi nous avons assisté a été particulièrement frappant. Le deuxième point au niveau de la sécurité qui nous a beaucoup interpellés, c'est celui de la précarité d'une partie significative de la population que nous n'avons pas l'habitude de voir habituellement, ou alors qu'on refuse de voir, et que là, cela nous a sauté aux yeux. Comment pouvait-on demander à la population de rester chez elle et d'être confinée lorsque l'on est sans abri, lorsque l'on est sans domicile fixe, lorsqu'on est migrant en situation d'extrême précarité? Et là, nous l'avons vu, cette population. Nous l'avons vue, elle était dans les rues, elle ne savait pas où aller, elle ne pouvait bénéficier d'aucun accompagnement, d'aucune assistance parce qu'il y avait des contraintes de transport. Et il est évident que dans une société comme la nôtre, cela interpelle beaucoup. Et puis, nous avons vu également, sur le plan de la sécurité, des questionnements sur la question de la promiscuité dans les espaces publics, dans les espaces de convivialité, dans les transports collectifs. Il est évident que toujours pendant le Covid et après, l'usage des espaces publics dans la cité ne sera plus tout à fait le même que celui qu'il a été ou auquel nous avons été habitués depuis des années. Et enfin, le dernier questionnement que nous avons détecté, c'est celui de l'échelle spatio-territoriale des métropoles ou des mégapoles. C'est-à-dire que, d'une part, on a constaté que les grands territoires urbains les foyers étaient au cœur de l'épidémie, de la pandémie. Deuxièmement, nous avons constaté qu'une partie importante soit quittait la ville, soit aspirait à la quitter. Et puis deuxièmement, en termes d'aménagement territorial, s'est posé en termes renouvelés la question de la liaison des métropoles avec leur hinterland et la question de la consolidation des villes moyennes. Et là, il y a véritablement un vrai sujet pour ceux qui se penchent sur les questions d'aménagement du territoire et d'aménagement urbain. Et puis enfin, la quatrième observation que nous avons faite, c'est à la faveur de cette crise, si je puis dire, et surtout durant le confinement, cette période tout à fait étrange pendant laquelle la vie s'est interrompue, en tout cas sur l'espace qui est le nôtre, l'espace urbain, cela nous a rappelé que nous avions totalement oublié la nature. Et pour cause. La nature, on l'a laissée tranquille pendant quelques mois. La chose qui était frappante dans nos cités, c'était le silence. C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. Et là, depuis très longtemps, on n'avait pas vu nos métropoles, nos mégapoles, nos grandes villes être aussi silencieuses.
il n'y avait plus d'avions qui traversaient le ciel, il n'y avait plus de motos qui pétaradaient dans les rues, il n'y avait plus de voitures qui circulaient ou en très faible nombre. Et puis, nous avons également assisté au retour de la nature en ville. Ça peut paraître anecdotique, mais on a vu revenir en Australie, on a vu revenir des kangourous dans les villes. Ici, chez nous, à Marseille, on a vu des sangliers revenir dans des quartiers de Marseille, etc., etc. Et là, ça a été, je pense, et je ne dis pas ça d'un point de vue anecdotique, mais ça a été un moment pendant lequel on s'est dit, mais la nature, elle est là, elle revient, et on l'avait un peu oubliée. Alors, une fois que l'on a posé quelques-uns de ces constats, il y en a bien d'autres, évidemment, et on a tous eu le temps de les faire nous-mêmes pendant tous les mois qui viennent de s'écouler. La crise n'est pas terminée, elle se poursuit. Est-ce qu'on est ou pas dans la deuxième vague? Ça, on le verra. Elle est toujours au centre de l'action publique des autorités de la totalité des pays méditerranéens. Mais ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est que naturellement, la mobilisation contre cette crise sanitaire doit évidemment se poursuivre, tant au niveau des comportements individuels qu'au niveau de l'action publique des collectivités territoriales ou des États, mais elle ne doit pas nous faire oublier une autre crise qui a démarré depuis bien longtemps, une autre crise qui sera beaucoup plus violente que le Covid. Cette crise, c'est la conjugaison de deux crises, la crise climatique et la crise environnementale. Et il y a des petites différences avec la crise sanitaire. La première, c'est que le Covid, ça nous a tous surpris. On ne l'a pas vu venir. Un jour, on s'est réveillé en se disant, tiens, il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. Et on s'interrogeait naturellement sur ce qui se passait en Chine et sur ce qui se passait également chez nous. La crise climatique, ce n'est pas une surprise. On en parle depuis 20 ans. La deuxième différence entre ces deux, c'est que le Covid ou la Covid-19, on finira certainement, du moins je l'espère, un jour s'en débarrasser avec un vaccin. Contre la crise climatique et environnementale, il n'y aura pas de vaccin. La troisième différence entre les deux, c'est qu'on a réussi à limiter les dégâts et à s'en sortir avec le confinement. S'agissant de la crise climatique et environnementale, le confinement, ça ne marchera pas. Et puis, on a essayé aussi la solution de la fermeture des frontières pendant la crise sanitaire. Et là, sur la crise environnementale et la crise climatique, la fermeture des frontières, il vaut mieux le savoir d'ores et déjà, ne servira à rien pour une raison très simple, c'est que comme le nuage de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à la frontière franco-allemande, le réchauffement climatique ne s'arrêtera pas à la frontière de tel ou tel pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, naturellement, c'est peut-être quelque chose à laquelle on devrait être peut-être un peu plus sensible en Méditerranée, c'est que nous sommes tous égaux devant ces crises climatiques et environnementales. Et ça peut changer beaucoup de choses dans la réponse que nous appelons de nos voeux. Alors, à la lumière de cette crise sanitaire, et en pensant à l'autre crise qui continue, elle, de se développer, nous avons ouvert un certain nombre de pistes sur la manière de construire la ville autrement. La ville autrement, non seulement pour qu'elle soit durable, mais surtout pour qu'elle soit résiliente. La résilience, ça veut dire la capacité à résister à un choc et la capacité à aller au-delà de ce choc. Et là, s'agissant de la construction des territoires urbains, nous préconisons un certain nombre de pistes de réflexion. La première de ces pistes de réflexion, c'est que nous pensons qu'il serait grand temps de se débarrasser de l'urbaniste en chef qui préside à la construction de nos territoires urbains partout en Méditerranée, et j'irais même dire partout dans le monde. Cet urbaniste en chef, depuis la Deuxième Guerre mondiale, s'appelle la voiture. Il serait peut-être temps de changer de modèle. La deuxième piste dont nous préconisons l'étude, c'est la gouvernance. La gouvernance des territoires urbains
pour qu'il soit résilient, pour qu'il puisse être en capacité de résister soit à des crises comme la crise sanitaire que nous vivons actuellement, soit à des crises comme les crises bien plus terribles environnementales et climatiques. La gouvernance, ça veut dire le travail en commun, c'est-à-dire sortir du silo. Sortir du silo d'abord au niveau de l'action publique, sortir du silo également au niveau de la définition des politiques publiques, c'est-à-dire que si on veut construire des villes résilientes en ayant en tête les mettre en capacité de résister à une crise sanitaire, il est évident que dans le débat, il ne doit pas y avoir simplement le directeur des transports d'un côté, l'urbaniste en chef de la ville de l'autre côté, etc., etc. Il doit y avoir des médecins, il doit y avoir des directeurs d'hôpitaux, il doit y avoir des services de secours, et il en va de même pour les autres crises à venir. Et puis, il serait peut-être temps également de penser à ouvrir le champ de la gouvernance et d'avoir une gouvernance à la fois partagée et collective avec la société civile, c'est-à-dire tout simplement, c'est du bon sens, avec ceux qui habitent dans la ville. La troisième piste que nous préconisons d'approfondir et d'étudier, et je pense que ce sera l'un des grands thèmes du Congrès mondial de l'UICN lorsqu'il se tiendra à Marseille en 2021, on ne sait pas encore très bien quand, mais il finira bien par se tenir, en tout cas on le souhaite et on y travaille, c'est celui des solutions fondées sur la nature et de la place de la nature dans la ville. Et là, évidemment, les pistes de travail sont colossales. Il s'agit d'abord de la réaménagement des espaces publics, il s'agit de la lutte contre les îlots de chaleur, il s'agit de la plantation d'arbres, il s'agit du développement d'agriculture urbaine, il s'agit du développement de forêts urbaines, voire périurbaines. Et naturellement, vous noterez bien que, mais ça, ce sera à vous les spécialistes d'en parler, que dans ce cadre-là, et dans le retour de la nature en ville et dans le cadre des solutions fondées sur la nature, l'eau a une importance majeure. Ensuite, il y a une autre piste sur laquelle il serait intéressant de réfléchir collectivement dans les années qui viennent, c'est celui de l'échelle territoriale. Est-ce que l'on doit continuer? Est-ce que l'on doit continuer à travailler sur l'idée de grands ensembles urbains? Et si on doit le faire, est-ce qu'on doit le faire comme avant, c'est-à-dire d'avoir des quartiers résidentiels, des quartiers de bureaux, des quartiers de commerce, ou est-ce que l'on n'aurait pas intérêt à réfléchir sur du polycentrisme urbain et de la transversalité au niveau des usages de tel ou tel secteur de la cité? Ça mériterait peut-être d'avoir une réflexion collective sur le sujet. Et puis, travailler également sur les nouveaux usages et les nouveaux aménagements de l'espace, et en particulier de l'espace public. Cela nous semble indispensable pour avoir davantage de mixité sociale, pour avoir davantage de résilience face aux crises environnementales qui sont en train de se développer. Ce sont des sujets sur lesquels il est important de réfléchir. Ça conditionne la résilience de la ville face à une crise sanitaire comme celle que nous connaissons actuellement, mais surtout face à la crise environnementale et climatique qui nous attend au tournant d'ici moins de 10 ans. Et puis enfin, je pense qu'il y a un sujet sur lequel on devrait tous ensemble s'investir davantage, c'est celui de la coopération internationale en Méditerranée. Et là, nous avons véritablement tous ensemble une responsabilité à prendre et à porter. Nous avons une responsabilité à prendre et à porter parce qu'on ne peut pas s'en remettre aux seuls États. L'un des enseignements que l'on peut retirer de la crise sanitaire, c'est que l'État ne pouvait pas tout faire et que, d'une part, les collectivités territoriales avaient un rôle important à jouer. Pourquoi? Tout simplement parce que les problèmes se posent sur le terrain et parce qu'une partie des solutions doivent venir sur le terrain. Et à partir de là, la coopération internationale, elle doit naturellement, et là c'est l'ambassadeur qui parle, elle doit naturellement s'entendre au sens régalien du terme, c'est-à-dire les États ont évidemment toute leur part pour organiser
l'espace de coopération sur une région donnée, mais également, il doit y avoir d'autres acteurs, et en particulier deux séries d'acteurs particulièrement importants, les collectivités territoriales et la société civile. Et à un titre ou à un autre, que ce soit la VITEM, que ce soit à l'Institut méditerranéen de l'eau, nous appartenons à cet écosystème d'acteurs qui doit agir de manière à devenir un écosystème de solutions. Pour revenir à notre thème urbain, et face aux crises, qu'elles soient sanitaires ou autres, il me semble important, en tout cas c'est une voie que nous préconisons avec force, c'est celui de la coopération entre les territoires urbains de Méditerranée, c'est-à-dire les grandes villes, mais pas que les grandes villes, également les petites et les moyennes. Parce que là, nous avons d'une part des problèmes qui sont communs, nous avons à travailler sur des solutions qui sera important de partager le moment venu. Et troisièmement, parce que nous, au nord de la Méditerranée, nous avons beaucoup à apprendre de ceux qui sont au sud de la Méditerranée. On a longtemps, depuis trop longtemps, vécu dans l'idée qu'au nord, il y avait l'argent, il y avait l'expertise, il y avait les solutions, et qu'il fallait organiser la coopération dans le sens nord-sud. Devant la crise climatique et devant la crise environnementale, ce schéma est complètement terminé. Parce que nous avons beaucoup à apprendre de ceux qui connaissent déjà depuis très longtemps la crise climatique environnementale. Nous sommes en train de travailler à la VITEM, je vous donne juste une petite illustration de ce que je dis. Nous sommes en train de travailler à la VITEM sur la rédaction d'un manuel de bonnes pratiques des écocités dans le grand sud algérien, au Sahara. Parce que nous avons trouvé des partenaires dans la région de Gardaïa qui sont en train de bâtir des écocités. Et là, nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, en particulier sur l'usage de la ressource en eau. Parce que cette ressource est rare et parce que cette ressource est précieuse dans cet environnement. Et lorsque l'on voit les projections climatiques et environnementales dans les 20 prochaines années, on se dit que nous avons véritablement intérêt, nous, au nord de la Méditerranée, à très rapidement étudier ce qui se passe au sud, de manière à en tirer les meilleurs enseignements possibles et à les partager. Donc, je pense que tous ceux qui participent à notre réunion d'aujourd'hui et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, sont engagés sur ces grandes thématiques de coopération en Méditerranée sont plus que jamais porteurs de solutions collectives. L'Institut méditerranéen de l'eau est un acteur essentiel dans ce domaine-là. Les travaux que vous menez sont absolument essentiels et vont avoir une importance croissante dans les 10 ans qui viennent, que ce soit sur la gestion de la ressource, que ce soit sur la conservation de l'eau, sur le transport de l'eau, sur le traitement de l'eau et surtout sur les usages de l'eau. La guerre de l'eau, elle a commencé déjà dans de très nombreux territoires autour de la Méditerranée. Et cela, bien sûr, va continuer à s'accentuer. Et là, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes sur un secteur stratégique qui est un secteur de flux. Il y en a beaucoup d'autres, il est évident, mais celui de l'eau est absolument essentiel, absolument névralgique. Il est stratégique, mais il est également névralgique. Et là, le positionnement de l'Institut méditerranéen de l'eau est absolument fondamental. En disant ça, je ne cherche pas à faire plaisir ou à caresser qui que ce soit dans le sens du poil. Je dis simplement le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que si on ne réagit pas rapidement, eh bien, les générations qui suivent, la génération qui suit, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, vont vivre dans une Méditerranée à problème. Souvenez-vous du rapport du MEDEC qui a été présenté notamment à l'UPM à Barcelone il y a 1 an et qui a dressé un constat absolument terrifiant de ce qu'est aujourd'hui la Méditerranée sur le plan environnemental et le plan climatique. Nous avons ce grand privilège d'habiter dans une région absolument fantastique lorsqu'on le regarde la carte postale. La carte postale, c'est la mer Bleue, c'est la mer Méditerranée. Alors je peux vous dire qu'aujourd'hui à Marseille, les Calanques, elles sont sous un ciel bleu, il y a un grand soleil, c'est absolument formidable. Le seul problème, c'est que la Méditerranée, c'est probablement le point
le plus dégradé sur le plan environnemental et le plus vulnérable sur le plan climatique au monde. Et donc, à partir de là, les questions que nous nous posons sur la résilience des territoires urbains, c'est-à-dire là où vivent les Méditerranéens finalement, des territoires urbains face à la crise sanitaire, on doit les transposer également sur les autres défis qui nous attendent au tournant des 10 prochaines années. Donc voilà un petit peu, chers amis, certaines des réflexions et des observations que nous avons faites et surtout que nous voulions mettre en partage avec vous. Je pense que le Covid, s'il doit avoir des vertus, il n'en a pas beaucoup, mais s'il doit avoir des vertus, c'est d'une part de nous avoir pris conscience de nos vulnérabilités, d'autre part de nous avoir révélé des inégalités qu'on n'a pas toujours envie de voir et surtout de traiter, et puis enfin de nous faire réfléchir et si possible de nous faire réfléchir collectivement sur les autres crises qui nous attendent et sur la nécessité, et j'en terminerai par là, la nécessité entre Méditerranéens d'être plus proches et de travailler beaucoup plus que par le passé ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cet exposé très intéressant, très complet, en tout cas, et qui va bien sûr bien au-delà de nos préoccupations au quotidien en tant que responsable on va dire, de la gestion, si on peut dire, de l'eau, que ce soit le grand cycle ou le petit cycle de l'eau. Mais c'était voulu, c'était aussi voulu, c'était une façon aussi de s'ouvrir vers d'autres secteurs, de s'ouvrir sur le monde quelque part et de voir justement toutes les interactions qu'il y a avec les autres acteurs du territoire ou des territoires aujourd'hui, des villes, des régions. Et donc, je pense que ça, c'est un point, on va dire, positif peut-être de la Covid-19. C'est que ça nous fait prendre conscience qu'il existe d'autres acteurs du territoire. Voilà, que pour nous, on n'est pas les seuls, même si nous sommes un acteur stratégique, comme vous l'avez souligné, il y a d'autres acteurs et d'autres conséquences qui sont vécues par les populations. Comme j'ai dit toujours, que l'on parle de financement d'ouvrages, que l'on parle de technologie, que l'on parle de gestion, de gouvernance, le plus important dans cette affaire, c'est qu'on apporte à la fin un service à une population. Et que cette population, elle doit avoir demain son mot à dire. On est parti, bien sûr, on a eu des grands penseurs dans notre domaine de l'eau, on a eu des personnages extraordinaires. Chez nous, à Marseille, on a eu un personnage qui était d'origine suisse, Franz Mayer de Montrichet, qui avait 24 ans et qui a construit le canal de Marseille. Certes, on a eu besoin de personnes comme ça, ou les hygiénistes qui ont créé le réseau d'assainissement et dans d'autres villes méditerranéennes, et des fois avant Marseille d'ailleurs. Je me plais toujours à souligner que nos amis tunisiens, pour ne citer que, avaient 80 stations d'épuration lorsqu'on a inauguré la station d'épuration de Marseille. Donc c'était en 1986, vous voyez, je ne suis pas en train de parler du XVIIe ou du XVIe siècle, qui a connu des grandes pandémies marseillaises. Donc aujourd'hui, moi ce que je regarde, c'est qu'effectivement, cette population, elle a besoin d'un service et elle est en droit aujourd'hui d'exiger justement une qualité de service. Et qu'elle habite Alger, qu'elle habite Oran, qu'elle habite Tunis, qu'elle habite Alexandrie ou Malte, ou la Goulette, je veux dire, elle est en droit d'exiger et de demander une qualité de service. Et la meilleure façon pour cela, c'est de lui expliquer. Parce qu'elle ne peut pas tout avoir et il faut lui dire. Il faut avoir le courage de lui dire ce qu'elle peut avoir et ce qu'elle ne peut pas avoir. Et donc là, on est vraiment là à une autre échelle. Et quand une crise comme ça nous tombe sur la tête, comme on dit, comme vous l'avez très bien dit, on ne l'a pas vu venir. Elle est arrivée très vite et elle est toute petite. Elle est petite. Alors là, je veux dire, c'est pas les Panzer division allemande qui débarquent sur la France. C'est un tout petit truc de rien du tout et qui bloque complètement des engrenages de l'économie mondiale. Donc, sur ça, moi, de votre exposé, j'en ferai quelques avant de laisser la parole à nos collègues, à qui je passerai la parole ensuite.
J'avais plusieurs observations. La première, et je vous en remercie, c'est bien sûr d'avoir cité l'eau comme un secteur stratégique. Ça, c'est mal connu des populations. On dit aujourd'hui en France, on appelle ça les opérateurs d'importance vitale. Donc, il y a bien sûr les ports, les centrales nucléaires, on peut imaginer. Mais l'alimentation en eau de Paris, l'alimentation en eau de Marseille, d'Alger, de Casablanca, c'est autant stratégique qu'une centrale nucléaire. Et donc, à la limite, peut-être même plus. Je veux dire, pas sur le thème en termes de santé publique, c'est certainement au moins aussi important. Euh, Comme d'ailleurs, on a beaucoup fait autour de la Covid-19, on ne fait pas beaucoup, on n'a jamais fait autant autour du paludisme. Aujourd'hui, le paludisme tue beaucoup plus que la Covid-19 dans le monde. Sauf qu'il ne tue pas en France, il ne tue pas en Allemagne, il ne tue pas en Belgique, il ne tue pas, vous étiez ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, il ne tue pas aux États-Unis. Il y a encore quelques endroits dans le sud américain où on va trouver ça. Mais voilà, donc ça intéresse moins on va dire les grandes forces économiques de la planète. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument, comme c'est un secteur stratégique, maintenir les investissements dans ce secteur. Et on a vu avec la crise, malheureusement, se dégrader les budgets, bien sûr, parce qu'ils sont axés vers d'autres priorités. Et il faut absolument maintenir cette priorité d'investissement, mais pas seulement dans les pays qui en ont le plus besoin, même ici chez nous. Je veux dire, parce que même si nous travaillons dans un secteur dit de temps long, c'est-à-dire que quand on fait un investissement, on le fait pour 50 ans, des fois pour 100 ans, pour 150 ans. Le canal de Marseille, 150 ans. Et quand je disais qu'aujourd'hui, plus personne ne prendrait cette décision, parce qu'il y en a un qui serait peut-être un économiste et qui ferait un calcul de retour sur investissement. Vous connaissez cette formule, le retour, le ROI sur investissement, et personne serait là à prêter pour construire un tel ouvrage. Or, aujourd'hui, personne n'oserait mettre une durée de 150 ans. Donc, le retour sur investissement, ça serait 30 ans, peut-être 40. Voilà. Donc, en tout cas, cette composante financement qui intéresse beaucoup de monde, et notamment l'Union pour la Méditerranée, qui prochainement, la semaine prochaine, au Caire, fait encore, à l'occasion de la semaine de l'eau du Caire, fait encore une journée sur le financement des infrastructures. Certes, c'est très important, mais n'oublions pas que cet investissement, il sera d'autant plus facile à décider que les populations l'auront comprise. Parce que les populations votent, elles élisent, et si elles en sont demandeurs aujourd'hui, il y a le monde associatif est très puissant dans le monde, il n'y a pas qu'en France, de partout. Et je pense que les gens arrivent à se faire entendre peut-être beaucoup mieux que ce qu'ils l'étaient il y a une cinquantaine d'années. Le deuxième point, c'est quand vous parlez de la crise climatique et environnementale, bien entendu, on ne peut qu'adhérer à ça. Nous, à l'IME, puisque depuis toujours, on s'intéresse à ces sujets. Ces sujets qui en Méditerranée sont dupliqués, tripliqués. Vous avez parlé sans le dire, de hotspot, parce que vous êtes ambassadeur de France, mais en tout cas, nous sommes le deuxième hotspot en termes de dérèglement climatique au monde, après les pôles, où ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai vu hier soir encore un reportage sur la fonte du permafrost. Je veux dire, c'est impressionnant et qui va dégager, qui va libérer un certain nombre de microbes dont on ne sait pas du tout ce qu'ils vont pouvoir donner. Donc, on est là devant une crise majeure, forte, puissante, qui est encore pas comprise par tout le monde sur la planète, volontairement. Je ne pense pas que ce soit l'intellect qui manque, c'est plutôt des questions d'orientation politique, bien sûr. Et donc, l'IME, son rôle, c'est vraiment d'œuvrer dans ce domaine. Donc, le premier, c'est de faire en sorte que l'eau soit toujours sur le top sur le haut de la pile des décideurs. Il faut maintenir cela. C'est le cas de beaucoup de pays en Méditerranée. Et il faut continuer parce qu'en Méditerranée, nous avons, vous l'avez dit, les problématiques. Nous avons donc en face les solutions qui sont, comme vous l'avez très bien dit, souvent au sud. Aujourd'hui, les enjeux majeurs s'appellent dessalement et son devenir, sa durabilité, et face aux consommations d'énergie, face aux saumures, face à un certain nombre de problématiques qu'ils peuvent poser, mais également la réutilisation des eaux usées.
En agriculture, premier consommateur méditerranéen d'eau, je veux dire premier consommateur mondial, mais en Méditerranée, c'est plus de 80% des ressources en eau qui sont consommées par l'agriculture. Donc ça, il faut qu'on soit capable. Et donc l'IME se positionne vraiment à ce niveau-là, c'est-à-dire pour dire, trouvons des nouvelles ressources. Nous devons y associer à tout prix l'énergie, puisque les eau et énergie sont vraiment de plus en plus inséparables. On parle aujourd'hui à nouveau d'hydrogène, d'énergie à partir d'hydrogène. La meilleure façon de produire de l'hydrogène, c'est quand même avec de l'eau. Et donc, d'un côté, on produit de l'hydrogène, de l'autre côté, l'eau est utilisateur d'énergie. Et bien sûr, l'hydroélectricité, des choses beaucoup plus classiques qu'on connaît, même le nucléaire, ne serait-ce que pour le refroidissement. Donc, on a là aussi un enjeu majeur dont l'IME s'est emparé, qui est le doublon, l'alliance entre l'eau et l'énergie, et qui est au service, encore une fois, des populations. Sans énergie, souvent, on n'avait pas d'eau, parce qu'il faut un forage, et pas tous les forages sont artésiens. Et donc, voilà. Donc, et de plus en plus, cela risque d'être le cas. Donc, utiliser, ensuite, je vais citer le fait des nouveaux usages et d'utiliser la nature, eh bien, c'est le cas des énergies, bien sûr, renouvelables, et qu'il va falloir bien sûr adapter. Et le Conseil mondial de l'eau a chargé l'Institut méditerranéen de l'eau de travailler aux conditions de la création d'un observatoire mondial des eaux non conventionnelles et énergie. Donc nous allons commencer déjà à y travailler, mais nous allons poursuivre et pour faire une proposition concrète au Conseil mondial de l'eau. Donc, je n'hésiterai pas à venir vous en parler parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui transverse, qui a une vision transverse des problématiques et pour voir un peu si on s'égare pas par rapport à la réalité et à la faisabilité ensuite. Voilà. Et vous avez enfin cité la coopération internationale et nous sommes très attachés à l'IME, à cela. Tout à l'heure, notre collègue algérien nous disait merci beaucoup de nous accueillir à l'IME, mais l'IME, c'est vous. Sans les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, les Maltais, les Chypriotes, les Jordaniens, et j'en oublierai, les Égyptiens, etc., qui sont aujourd'hui les Turcs et compagnie, Italiens, Espagnols, l'IME n'existerait pas. Donc, et encore, l'IME doit se développer, doit encore se diversifier. Nous sommes aujourd'hui 13 ou 14 pays présents autour de la table. Je veux dire, et demain, il faudra qu'il y en ait 26, 30, puisque les Européens du Nord aussi sont intéressés par la Méditerranée de plus en plus. Et comme vous l'avez dit, avec les changements climatiques, eh bien, le climat méditerranéen va monter beaucoup plus haut. Et on a intérêt tous à bien se préparer à cela. Et nous avons au sud des solutions superbes, magnifiques, qu'elles soient traditionnelles ou modernes. Aujourd'hui, des solutions se développent en Afrique, notamment pour l'accès à l'eau potable, parce que je distingue bien l'accès à l'eau de l'accès à l'eau potable, pour lutter contre justement tout ce qui est pandémie enfantine notamment, et maladie infantile. Et donc, si vous êtes capable de donner 10 litres d'eau potable par famille, vous avez la possibilité de diminuer par 10 le nombre de malades et de pandémies. Donc, et avec ça, les budgets qui vont avec. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Désolé d'avoir été un peu long, mais je voulais que ça soit un peu binôme, parce que vous m'avez souligné gentiment que vous n'êtes pas un expert de l'eau, mais très bien. Eh bien, ça, alors là, vraiment, c'est pas grave. Parce que, je veux dire, aujourd'hui, les gens de l'eau sont trop experts. Ils ont besoin d'écouter les autres. Ils ont besoin d'écouter la société civile. Et si vous le permettez, aujourd'hui, vous étiez un représentant de la société civile avec une grande expérience internationale. Et je vous en remercie. Donc, je vais passer maintenant la parole à nos collègues, sauf si vous souhaitez faire après cela une brève intervention volontiers. Je vous redonne la parole et puis on passera ensuite. Voilà. Donc j'ai une question de Louis-Nice Lebarec, du pôle de l'eau, enfin de Aqua Valley, comme on dit aujourd'hui, donc je lui passe la parole.
Excuse-moi, Alain, ça a coupé. Voilà, c'est bon, c'est à toi. Vas-y, tu peux poser ta Oui. question. Ah oui, alors je reprends ma question. Alors ma question était adressée à Monsieur l'ambassadeur, Ça hein. coupe? Oui, je suis désolé, ça coupe chez moi. En fait, ma question, c'était dans le contexte Louis? du changement. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, donc ma question Ah, était de comment mettre l'eau dans les problématiques et les enjeux d'aménagement du territoire dans un contexte marqué par le changement Ida, climatique. vous m'entendez? Allô? Moi, je t'entends. Oui, Nous, on Bon, vous moi entend, mais aussi, vous ne très nous bien. entendez pas. non, non, c'est bon, je vous entends. Je pose ma question ou... Oui, oui. Oui, oui, donc je disais que ma question s'adressait à Monsieur l'ambassadeur, hein, de manière très opérationnelle. Comment mettre l'eau dans qu'elle soit de surface ou souterraine, dans les politiques d'aménagement du territoire dans un contexte de changement climatique, hein. On sait que les deux sont intimement liés, d'autant plus qu'on est sur un sujet très politique, économique et social qui fait appel déjà à la concertation sociale, mais aussi à peut-être une nouvelle ingénierie financière en termes de politique d'aménagement du territoire dont l'eau pourrait être au centre de l'aménagement et qui pourrait faire appel, comme tu le disais Alain, à de nouveaux savoirs, à de nouvelles technologies, hein. Je parle notamment tout ce qui est solutions fondées sur la nature. Voilà, comment faire aujourd'hui pour qu'on aille sur des projets opérationnels et certainement à travers une approche multimétier, parce que je pense que l'eau est un trait d'union entre divers métiers quand on parle d'aménagement du territoire. Bien sûr, Merci. bien sûr. Je peux répondre? Allez-y, Merci. allez-y. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? Très bien, Oui, très merci. bien. Merci. Merci pour cette question. Elle est plus que pertinente à partir du moment où l'eau est un bien commun. Il est évident que sa gestion, son utilisation, son exploitation doit être également commune. Moi, personnellement, je suis très sensibilisé. Alors, c'est peut-être une façon de voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais je suis très sensible à l'usage inconsidéré qui peut parfois être fait de l'eau. Et malheureusement, souvent, c'est en plus de l'eau potable. Je suis, mais comme citoyen du monde, je suis révolté lorsque je vois l'arrosage de terrains de golf dans certains territoires du sud de l'Europe. Je suis révolté lorsque je vois des gens dépenser des dizaines de litres d'eau potable pour nettoyer leur voiture. Et je suis enfin scandalisé lorsque je vois le gaspillage qui peut être fait de la ressource en eau. Alors vous me direz que tout ça, ça porte sur des petites quantités, que c'est le petit bout de la lorgnette, mais derrière tout ça, je pense qu'il y a également une question qui est absolument essentielle, c'est celui de la sensibilisation et de la formation aux bonnes pratiques. Je pense qu'on rentre de plus en plus dans une période où, avec les ressources qui sont limitées sur notre planète, il va falloir commencer à dispenser des enseignements sur l'usage frugal de ces ressources. Et l'usage frugal de ces ressources concernant l'eau, ça consiste précisément à essayer de persuader nos millions de concitoyens méditerranéens, d'une part, de ne pas gaspiller l'eau, de faire comprendre qu'il s'agit d'une ressource à la fois très précieuse et très rare. Et je pense que ça, on en a beaucoup plus conscience au sud qu'au nord de la Méditerranée. Au nord de la Méditerranée, on vit dans une situation de confort hydrique qui n'est pas celui de nos voisins du sud de la Méditerranée qui sont beaucoup plus sensibles au prix de l'eau et ce que ça représente en termes de vie quotidienne, voire de survie quotidienne. Et ça fait partie précisément de ces choses
de ces échelles de valeur dont nous avons, nous ici au nord de la Méditerranée, à nous inspirer davantage auprès de nos voisins méditerranéens du Sud. Et donc là, il ne s'agit pas véritablement d'aller inventer ou d'aller chercher sur la Lune de nouvelles technologies. Il s'agit simplement d'avoir un usage frugal pour chacun d'entre nous, mais chacun d'entre nous, ça veut dire 65 millions de Français lorsque l'on parle de notre pays, c'est quand même pas mal, un usage frugal de cette ressource. Et puis deuxièmement, pour aller un peu plus loin dans la réponse à votre question sur l'eau et aménagement du territoire, je crois qu'il est absolument essentiel de changer de mode d'aménager le territoire et d'avoir des, comment dirais-je, des méthodes beaucoup plus collectives et beaucoup plus inclusives. L'aménagement du territoire, ça a été pendant très longtemps en France, ça a été la DATAR, avec le poids de l'État qui était tout à fait justifié, pertinent, etc., etc. Capacité à mobiliser évidemment des financements correspondants pour faire avancer les choses. Sauf qu'aujourd'hui, on est au début du XXIe siècle, les choses ont changé. Il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, et notamment sur le plan du financement, je pense en particulier aux acteurs européens, à l'acteur européen, qui me paraît assez fondamental. Donc, la cause de l'eau, il faut la plaider auprès de nos concitoyens, il faut la plaider auprès des autorités locales, il faut la plaider bien évidemment et toujours auprès des autorités nationales, mais il faut de plus en plus la plaider également auprès des autorités bruxelloises. Parce que là aussi, les Européens vivent dans un confort hydrique qui n'est pas appelé à durer très longtemps. Je pense que ça, c'est comment dirais-je, c'est un message également qu'il faut porter à Bruxelles. Alors évidemment, et M. Messonnier le disait tout à l'heure, c'est sûr qu'un usage résilient de la ressource eau va demander des investissements de plus en plus importants. Si on parle par exemple de désalinisation, de transfert. Vous savez, moi, j'ai été consul général de France à Barcelone il y a quasiment 20 ans. Et déjà, à l'époque, je parle des années, pas tout à fait 20 ans, je parle de 2003. Je suis arrivé à Barcelone en 2003 et l'une des premières choses qui m'a surpris lorsque je suis arrivé à Barcelone, c'est d'entendre des autorités locales à Barcelone, catalanes, dire « Nous allons travailler sur un projet de transvasement de l'eau du Rhône vers la Catalogne ». Donc ça veut dire que déjà à l'époque, ce n'est pas nouveau, on ne découvre pas la Lune en ce moment. Déjà à l'époque, il y a pratiquement 20 ans, nos amis du sud des Pyrénées commençaient à s'apercevoir qu'ils avaient un problème d'approvisionnement en eau. Donc, il faut plaider cette cause et surtout en faire partager l'importance stratégique ou névralgique auprès d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent un jour se retrouver sur cette question-là. Très bien. Donc, merci de votre réponse très claire et complète. Je vais passer la parole à Juan Parpal de Barcelone qui a souhaité poser une question également de son côté. Juan, tu as la parole. Ça va. Vous m'écoutez? Oui, très bien, Juan. Bonjour. Bon, merci bien. Votre intervention a été parfaite et surtout très suggérante. Je voudrais faire une intervention un peu bizarre, mais concrétant sur les problèmes de l'eau et le Covid à les villes, en pénétrant dans des concepts que vous avez parlé, très important, que c'est l'espace public, les politiques publiques, la transversalité de les solutions. Et pour faire réfléchir à tous que pour moi, nous devons, entre autres choses, être plus nous adressant à la problématique créée dans les villes par le Covid et qu'est-ce que peut faire, que nous pouvons faire nous, comme agents de l'eau, pour les résoudre. Et je vous dirais des choses petites. Non? Par exemple, en Méditerranée, l'eau,
pour la civilisation urbaine a été fondamental. A été un base, je ne sais pas. Quand les chrétiens ont conquis une ville arabe à l'Espagne, ils fermaient la mosquée et ils fermaient le hammam. Parce que l'un était civilisé, l'autre était barbare. Ça, le dit espagnol. Bon, et moi, ma femme, nous allons à un gymnase avec un vin de vapeur et nous n'allons plus par les problématiques de la transmission dans les blancs de vapeur collectif. Une question, est-ce qu'on peut faire des mascares pour les mettre dans les bains de vapeur ou est-ce que, vous me comprenez, ça c'est une autre chose. On parle de l'aérosol. Au secteur industriel, on utilise l'eau en pétraté pour faire dans quelques questions de filtres. On voit des filtres avec d'eau. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes dans les abattoirs, dans les industries agroalimentaires, de la circulation fermée, un circuit fermé. On doit les filtrer avant de les réinjecter sans perdre le froid. Donc, est-ce qu'on peut investiguer quelque chose pour faire ça? Il y a beaucoup de choses. Le thème de l'espace public, les jardins, les parcs. Nous devons faire retourner l'eau à notre ville méditerranéenne. C'est très difficile parce que nous avons des problèmes. Nous avons les aquifères salinisés, mais nous avons, avec les changements climatiques, des grandes tempêtes, grands tournements, les oueds pleins d'inondations, de pertes d'eau. À la sud de la France, Marseillais, l'Occitanie, Montpellier, vous avez intégré ça. Nous traitons de suivre ça un peu intégrant dans l'urbanisme. L'Université de Barcelone a fait un nouvel centre de faculté, a fait un parc avec une lagune. Je pense que nous devons, dans notre gestion intégrée de la zone de l'eau urbaine, comme a parlé le représentant l'autre fois très bien de l'agence de Rhône, cette intégration doit considérer les possibilités de l'utiliser pour faire je ne sais pas, un système de jardin plus. On a fermé des jardins à Barcelone. Bon, l'eau peut faire des choses de protection si nous pénétrons l'eau dans les aquifères et après les stations d'assainissement une sortie de traitement pour l'utiliser. Ce que je veux vous dire, c'est que tout changera et nous devons être attentifs du point de vue de notre professionnalité comme gens de l'eau, comme résoudre les problèmes qu'au niveau des villes méditerranéennes nous avons, compiler notre idée, notre expérience, je ne sais pas à quoi, c'est tout. Bien sûr. Merci Juan. Merci Juan. Une réaction, monsieur l'ambassadeur? Oui, très très rapidement. D'abord, je voudrais féliciter notre ami pour la magnifique victoire de notre champion Nadal hier à Roland-Garros. Bravo. C'est pour la 13e fois que je dis bravo à Raphaël Nadal. En tout cas, 13, c'est Marseille, monsieur l'ambassadeur. Voilà, ça me rappelle l'époque où il y avait Miguel Indurain qui gagnait les Tours de France les uns après les autres. Et là, nous avons Nadal qui en est à sa 13e victoire au tennis. Bon, en tout cas, bravo. Et merci pour vos observations. On est très attentif, évidemment, on vous observe de très près. Vous savez, depuis Marseille, on regarde évidemment de très près ce que vous faites à Barcelone. À Barcelone, vous avez un trésor environnemental qui s'appelle le Llobregat. Le Llobregat, c'est ce fleuve qui est sur la frontière occidentale de Barcelone et qui se jette à la mer tout à côté de l'aéroport d'El Prat. Et là, vous avez un couloir, une rivière, un fleuve en fait, puisque se jette dans la mer. Vous avez un fleuve qui est un véritable trésor pour la ville de Barcelone, parce que ça représente un territoire de zones humides
de zones cultivables. Nous avons des coopérations sur l'agriculture urbaine avec des agriculteurs urbains de Barcelone dans cette zone-là qui sont très importants. Alors, il est évident que si, et j'espère que ça ne sera jamais le cas, mais s'il y a des programmes d'urbanisation dans cette zone-là, c'est la garantie d'avoir dans 5 ans, 10 ans, 20 ans des catastrophes environnementales absolument énormes. Ça posera naturellement des problèmes de santé publique, ça posera des problèmes d'approvisionnement en eau de la ville de Barcelone. Si on prend, je parle sous votre contrôle, mais si on prend l'Àrea Metropolitana de Barcelone, l'AMB, on est à quoi? 2 millions de personnes, 2,5 millions de personnes à peu près. Oui, Bon, bah, oui. 2,5 millions de personnes, il faut quand même les approvisionner en eau, c'est absolument énorme. Et donc là, voilà, vous avez un trésor qu'il est important de préserver. Nous aussi, ici à Marseille, nous avons par exemple le projet des Égalades, qui est une coulée verte avec une rivière qui coule et que nous essayons là aussi non seulement de protéger, mais de développer, de mettre en valeur, etc. Et si vous voulez, l'eau urbaine qui coule comme ça en surface, elle a de nombreuses qualités. D'une part, c'est un facteur de ralentissement du réchauffement climatique. C'est un facteur qui garantit, qui favorise une présence plus importante de la nature en ville, et on en a tellement besoin. Et enfin, c'est un facteur également qui permet de développer la vie ensemble, la vie sociale, de manière tout à fait importante. Vous savez, des gens qui se retrouvent sur une place où il n'y a pas d'arbres, où il n'y a que du béton, là, la vie sociale, elle ne va pas beaucoup se développer. En revanche, des gens qui se retrouvent pour faire de l'agriculture urbaine au milieu de la ville, pour se retrouver au bord d'une rivière, au milieu de la ville, etc., c'est quelque chose de très important aussi, la fonction sociale de l'eau dans la ville. Et ça, on le retrouve dans toutes les grandes villes de France. On le retrouve également à Nice, avec la plaine du Var, où nous avons un établissement d'aménagement qui fait un travail tout à fait remarquable. Et dans les grandes villes de France, que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Lille, à Strasbourg, etc., l'eau urbaine de surface est un élément très important d'aménagement urbain, de lutte contre le réchauffement climatique, d'approvisionnement en eau de la collectivité urbaine, et puis aussi de lien social entre les habitants. Vous avez ces trésors à Barcelone, gardez-les, développez-les, conservez-les. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, je vais maintenant passer la parole au professeur Ahmed Ketab, pardon. Monsieur Ketab, la parole est à vous. Ouvrez le micro. Monsieur Ketab? Merci, oui. Vous m'entendez? Oui, allez-y, on vous entend. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Je vous remercie pour cette conférence, surtout qu'elle était pluridisciplinaire. Ce n'était pas que de l'eau, mais vous avez abordé beaucoup de facettes. Monsieur Messonnier a abordé longuement un problème d'eau. Mes collègues qui ont intervenu ou qui vont intervenir vont aussi aborder un problème d'eau. J'aimerais aborder un autre problème, pas directement sur l'eau. Vous savez que cette pandémie nous a appris beaucoup de choses, sur beaucoup de sujets. Une des choses que moi-même j'ai retenu, que j'ai appris en tant qu'universitaire, ce que j'ai appris, qu'on peut faire les cours à distance en restant à la maison, et je peux faire mon cours ici en Algérie, mais comme je peux le faire en France, en Tunisie ou au Maroc. Ça, c'est une nouveauté. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'on peut faire des réunions. On faisait des réunions, on se déplaçait par avion en France ou ailleurs pour faire des réunions. Maintenant, j'ai appris qu'on peut faire des réunions à distance. On allait souvent à des conférences au Canada ou ailleurs avec des billets d'avion, beaucoup de frais d'inscription, mais j'ai assisté à des conférences à distance. Et cela veut dire quoi? J'ai vu aussi des collègues, y compris moi-même, rester à domicile, travailler et avoir un salaire. Ça veut dire qu'avec cette pandémie, nous pouvons faire beaucoup de choses différentes. Et ça, c'est ce qui est bien. Et finalement, cette pandémie, quand on regarde le vrai problème, elle va nous changer notre façon de vivre. Il n'est plus question de raisonner comme avant,
il faut aller faire 8 heures de travail. On peut faire beaucoup de choses. Les conférences qu'on faisait avec 300 personnes, je prends l'IME, les assemblées générales qu'on faisait avec l'IME, ça peut une partie se faire à distance. Donc, nous avons une nouvelle façon de vivre. Cette façon nouvelle de voir, bien entendu, c'est l'Internet. Mais il faut que cet Internet soit suffisamment développé. Et malheureusement, au niveau mondial, il y a certains pays où Internet est bien, est très bien. Mais il y a certains pays où Internet est très faible. Et il y a certains pays où pratiquement il n'y a pas d'Internet. Donc, si nous voulons avancer dans le monde et si nous voulons parler de développement durable et aider les pays à se développer, que vous avez connu, M. le ministre, je pense, avec ces visioconférences, avec cet Internet, il est question de beaucoup travailler, beaucoup d'avancer. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette vidéoconférence qu'aujourd'hui, je regarde et je vois mon ami Jean-Louis Oliver ici présent, je vois Abdel Fattah d'Égypte qui était présent, je vois Malika Roussel, Raouda de Tunisie, Selmine de Turquie, Belmofour d'Algérie, et je suis content de les voir parce qu'il y a des gens que je n'ai pas vus pendant 4-5 ans, le fait de les voir en photo, les saluer, leur écrire un message, c'est un plus. Je pense que c'est dans ce domaine-là, on pourrait avancer. Et si on avance dans ce domaine de communication, de sensibilisation, d'information, cela veut dire que quelque part, on fera avancer le domaine de l'eau. Je ne voudrais pas aborder les questions techniques avec vous, les problèmes de dessalement, les problèmes de pollution, les problèmes de ressources, les problèmes d'échange. Vous avez dit une phrase qui était très juste. Dans le temps, c'était la coopération nord-nord. On s'est rendu compte que c'est la coopération nord-sud. Maintenant, vous avez dit une chose, c'est la coopération sud-nord. Les gens du nord peuvent donner vers le sud, mais les gens du sud peuvent donner vers le nord. Et j'ajouterai une quatrième, les gens du sud-sud peuvent se donner aussi des choses entre eux. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre excellente conférence et merci à tous les collègues ici présents. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Merci. Et merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Ramiro Martin. La parole est à vous. Merci Alain, merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais remercier Monsieur l'ambassadeur pour son excellent exposé. Comme j'ai dit à notre collègue, c'était beaucoup multidisciplinaire et c'est un enrichissement pour tous nous. Je voudrais partager une anecdote en relation avec ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur sur le fleuve Llobregat, qui montre quel est le grade de pression des espaces naturels par la pression des grandes cités. Et précisément, à la fin des fleuves Llobregat, il y avait beaucoup de zones humides, des zones humides très importantes qui se sont touchées par les projets d'extension de l'aéroport du Prat de Llobregat. À la fin, il a été nécessaire de changer certains espaces humides naturels pour d'autres artificiels, pour faire possible l'extension de l'aéroport. Merci. Allez-y, monsieur l'ambassadeur, répondez. Oui, non, très rapidement, je connais bien cette histoire de l'extension de l'aéroport de Barcelone. Et là, il y avait une contradiction entre le développement économique de Barcelone qui passe dans une très large mesure par l'aéroport d'El Prat. L'aéroport est un facteur de développement de la ville et de son territoire, notamment avec le tourisme, les voyages d'affaires, etc., d'un côté, et de l'autre côté, la nécessaire préservation de cet écosystème ou de ce biotope tout à fait extraordinaire de cette eau urbaine qui coule dans le Llobregat. Et en écoutant notre ami, moi, je pensais à ce qui s'est passé également chez nous. On a eu exactement finalement la même problématique qui s'est posée avec le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où nous avions, je passe sur le côté social, politique de la chose, mais où finalement il y avait d'un côté la préoccupation d'assurer le développement économique d'un territoire en posant une infrastructure importante
sur ce territoire, et d'autre part la préservation d'un milieu environnemental très fragile. Les autorités françaises ont finalement, après des années, choisi de ne pas faire ce projet et d'assurer le respect de ce territoire. Mais tout ça pour dire que ces batailles qui vont se développer, à mon avis, vont s'intensifier dans les années qui viennent. Elles vont s'intensifier au fur et à mesure que l'activité humaine et donc l'étalement urbain et des infrastructures va continuer à se développer, avec une logique naturellement de progrès, de développement, etc. Et d'autre part, les territoires fragiles sur le plan environnemental vont devoir peut-être être protégés avec davantage de vigueur. En tout cas, aujourd'hui, par rapport à la situation d'il y a 20 ans, 30 ans, on ne pourra plus jamais donner comme excuse « on ne savait pas ». Parce qu'aujourd'hui, on sait exactement ce qui est en train de se passer et on sait exactement ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent. Et on sait ce qu'il faudrait faire. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je vais passer la parole à Monsieur Metaoui. My good friend Metaoui, how are you? Yes, sir. Thank you. Mr. Ambassador. Yeah. First of all, I would like to thank His Excellency for his excellent presentation. And my question, he talked about water conflicts or water wars started in the Mediterranean in some parts. And now along the Nile, I don't know if you are aware that Ethiopia is trying to politicize the issue of water along the Nile. How do you see this in light of what we are observing in the epidemic which we are experiencing now and affecting the inflow to Egypt or Sudan, a way or another? And thank you. Thank you very much for the question, Mr. Ambassador. Yeah. Alors, Monsieur Valero. Ce problème, cette question du Nil, évidemment, nous la connaissons et nous la suivons de très près parce c'est une question grave, c'est une question sérieuse, c'est une question qui conditionne la vie de dizaines de millions d'Égyptiens, donc de Méditerranéens. Donc, nous y sommes très attentifs. Nous sommes également attentifs, dans le même ordre d'idées, au problème qui est posé par les inondations du Nil, par les crues du Nil, etc., qui déferlent sur le delta. Et ça évidemment, ce sont aussi des thématiques sur lesquelles nous sommes très attentifs, premièrement. Deuxièmement, le sujet que vous évoquez est un sujet qui relève de la diplomatie. Il y a des négociations qui sont en cours. Nous avons observé, bien sûr, parce que nous en sommes très proches, évidemment, que nos collègues de la diplomatie égyptienne ont fait de nombreuses propositions, des propositions très constructives. Et donc, ce que nous, en France et au niveau européen, ce que nous faisons, c'est de dire aux différentes parties dans ce problème, négocier et trouver ensemble la solution. Il y a des populations qui sont au milieu de cette question. Et pour nous, il y a des accords diplomatiques qui ont déjà été conclus. Il en faut d'autres. Il faut que ce soit plus durable dans le temps. Mais nous faisons confiance aux uns et aux autres. Leur responsabilité vis-à-vis de l'histoire, premièrement, et je crois que c'est important. Et deuxièmement, nous encourageons les uns et les autres à trouver les voies de solution. Vous savez, lorsqu'il y a un dialogue,
lorsqu'il y a une négociation, on arrive toujours à construire une solution. Moi, je suis très, très confiant. La diplomatie égyptienne, elle a une très, très longue histoire. J'ai beaucoup de collègues égyptiens pour lesquels j'ai le plus grand respect. Et je suis personnellement convaincu que la solution sortira de ces discussions. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. En tout cas, c'est ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'eau, on appelle l'hydrodiplomatie, Monsieur l'ambassadeur. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous proposer un poste. Donc, maintenant, je vais passer la parole à la jeunesse. Le professeur, Monsieur Olivari, est accompagné d'une dizaine de jeunes étudiants. Donc, je lui passe la parole à lui. Il peut certainement nous faire part de questions ou d'observations de leur part. Et la jeunesse est aussi, bien sûr, bienvenue, parce que c'est elle qui pourra faire face à ces fléaux et qui sera là pour redresser la situation. Et à nous de démarrer et de montrer l'exemple et pas l'inverse. Donc, à vous la parole, Monsieur Olivari. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour la qualité de votre intervention. J'ai passé 6 heures de cours aujourd'hui avec ces étudiants de médiation scientifique de l'Université d'Aix-Marseille. Et quand je leur ai proposé de prolonger au-delà des heures à partir de 17 heures pour assister à cette conférence, donc je savais la qualité des conférences organisées par l'IME, il n'y en a aucun qui a refusé et ils sont là et comme vous le voyez, ils sont extrêmement attentifs à tout ce qui se dit et je pense que c'est très formateur pour eux puisque comme vous le disiez, M. Messonnier, l'avenir c'est eux hein, et c'est déjà plus nous depuis peut-être un petit moment déjà. Ceci dit, je voudrais intervenir sur… Pour rappeler un peu ce que mon ami et regretté Mohamed El Faïs avait écrit dans son livre « Les Arabes, les maîtres de l'eau », où il soulignait la prouesse technologique et les prouesses technologiques, mais surtout, il s'intéressait à l'aspect sociologique, c'est-à-dire comment ces éléments ont pu se mettre en place. Et une des maîtrises du monde arabe dans ces progrès, eh bien, c'était que l'autorité laisser une part de développement à la population locale parce qu'elle croyait à ce savoir-faire local. Et je pense qu'on doit se reposer aussi sur ce qui est l'existant dans nos territoires. Et cet existant dans les territoires, eh bien, peut-être qu'il s'est un peu éloigné. Et pour cela, il y a véritablement de l'information à faire, vraiment au-delà de la sensibilisation pour que les gens puissent participer. Et monsieur l'ambassadeur, vous le soulignez, cette nécessité d'intégrer la population aux décisions, elle va au-delà de ce qu'on appelle la démocratie participative, mais elle doit intégrer quelque chose de nouveau qui est la gouvernance participative, c'est-à-dire que les gens puissent intervenir au moment de la décision et puis puissent prendre part à la décision. Et ces éléments-là, eh bien, ils se recoupent autour de ce qui est la culture méditerranéenne de l'eau et qui repose sur 3 mots. Un, l'aspect collectif, dont les anciennes associations agricoles, qu'elles soient sur tout le bassin méditerranéen, sont un des plus élémentaires éléments de démocratie, de gouvernance. Donc, un, l'aspect collectif. 2, cette notion essentielle de la sobriété. Et 3, cet élément de la solidarité qui intègre les gens tout au fil de cette ressource en eau. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence locale, je crois beaucoup à la technologie parce que je suis un scientifique, mais je crois surtout à une technologie qui est accompagnée du savoir local. Avant de décider quelque chose, regardons comment les gens s'approprient ce problème. Si je peux intervenir 2 secondes? Je vous en prie, allez-y, monsieur l'ambassadeur. Merci d'abord, merci beaucoup, professeur. Et merci à vos étudiants auxquels on fait jouer les prolongations à la fin d'une journée qui aura sûrement été longue. Et vraiment, je les remercie, mais surtout, je les félicite. Et je les félicite avec d'autant plus que je suis d'une génération
de ceux qui peuvent avoir mauvaise conscience de transmettre le témoin à la génération suivante. Vous savez, moi, quand je repasse un petit peu ma vie, je m'aperçois que je n'ai pas été toujours frugal. Je m'aperçois que il m'a fallu attendre très très longtemps pour savoir que balancer un mégot de cigarette ou une bouteille en plastique par terre, c'était pas bien pour l'environnement. Il m'a fallu des années et des années et des années pour comprendre que l'eau, mais comme d'autres ressources également, sont des choses très très précieuses. Et eux, aujourd'hui, ils ont 20 ans, ils rentrent dans un monde précisément dans lequel on a, nous, les générations précédentes, fait beaucoup de dégâts. Donc, en les remerciant et en les félicitant, je le fais avec d'autant plus de conviction que quelque part, j'ai ma petite voix de conscience qui me dit que je n'ai peut-être pas été parfait comme des millions d'autres au cours de mon existence. Et donc, à partir de là, j'irai peut-être plus loin que vous encore, professeur. Vous avez parlé, et ça c'est quelque chose que je note et que je retiens, de l'intelligence locale. Moi, j'en étais resté au stade de l'intelligence collective, mais l'intelligence locale, vous avez tout à fait raison, c'est essentiel. Et puis, vous avez donné une trinité à laquelle je suis très sensible, qui est le collectif, la sobriété et la solidarité. Et tout ça, ça s'apprend naturellement tout au long d'une vie. Et moi, peut-être que je l'apprends avec un petit peu de retard. Mais je pense que j'irai plus loin en plaidant pour que ces questions essentielles qui consistent à apprendre aux générations qui arrivent les gestes essentiels pour préserver l'environnement dans lequel elles vont vivre, je crois qu'il faut le commencer dès le plus jeune âge. Il faut le commencer à l'école. Et ça, moi, je regrette beaucoup et je plaide beaucoup pour que dans les programmes d'éducation élémentaire, et ça devrait même commencer à la primaire, à la plus petite primaire, on apprenne aux enfants à ne pas jeter des papiers par terre, à ne pas nécessairement boire dans des bouteilles de plastique qu'ensuite on laisse traîner, etc., etc. Et leur enseigner, moi je regrette qu'on ne l'ait pas fait avec moi il y a de cela très longtemps, mais leur enseigner combien précisément la sobriété est importante dans un monde où les ressources sont finies et pour beaucoup d'entre elles sont en voie d'épuisement. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc, avant de passer la parole à Raouda Gafrej et à Aurore, dont je n'ai pas le nom, donc parce que c'est Aurore qui apparaît. Aurore Assaker. Ah, d'accord, excusez-moi. Donc, voilà, avant de vous passer la parole, je vais réagir à ce que vous venez de dire. Je suis personnellement convaincu de ce que vous venez de... La dernière phrase que vous avez prononcée concernant l'école. Personnellement, je pense qu'il y a trois choses qu'il faudrait qu'on enseigne à nos enfants dès le plus jeune âge. C'est qui es-tu? Connais-toi toi-même, son corps, comment je réagis, mon corps, comment il réagit. Son environnement immédiat, c'est ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire où je vis et comment je respecte cet environnement qui m'accepte et qui m'accueille comme un animal. Un animal, il respecte son environnement. Donc, on doit aussi réapprendre ça. Ce n'est pas une leçon de morale que je donne, loin de là. Et la troisième, alors ça qui m'est personnel, c'est l'espace. C'est-à-dire nous sommes une planète qui est toute petite dans un espace extrêmement grand et ça permet de relativiser les décisions que nous prenons au jour le jour et que nous avons à prendre du plus bas niveau au plus haut niveau. Le plus haut niveau, je ne sais pas si c'est M. Trump, mais en tout cas, c'est certainement quelque chose comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on soit relativisé, effectivement, sans faire de politique. Ce que nous vivons, la meilleure façon de le faire, c'est d'enseigner depuis le plus jeune âge. J'essaye personnellement, avec mes petits-enfants, à leur enseigner ça, à leur dire, écoutez, connais-toi toi-même, connais ton environnement et surtout respecte-le parce qu'il te permet de vivre. Et sans cela, ça sera compliqué. Et enfin, notre planète, elle est toute petite, elle est bleue, elle est magnifique. C'est ce qu'avaient dit les premiers astronomes qui sont allés sur la Lune en disant lever de terre, c'est quelque chose d'inoubliable. Très bien, ne l'oublions pas, nous.
et sachons le respecter et arrêter de nous disputer pour un rien, pour un rien. Donc, et trouvons les bonnes solutions. Donc, éducation et eau, ça fait partie des Five Fingers Alliance, comme dit Monsieur Fauchon, avec l'énergie, l'alimentation, la santé et l'éducation. Donc, voilà. Donc, je passe la parole à Raouda Gafrej, sans laquelle un webinaire de l'IME n'existe pas. Bonjour Raouda. Bonjour Monsieur le Président. Très contente d'être parmi vous. Le sujet est extrêmement passionnant. Je partage aussi ce qu'a dit mon ami, mon collègue Ahmed Keteb. Donc, c'est aussi un plaisir de faire ces réunions par webinaire. Comme ça permet des gens qui sont très, très loin de se voir et de pouvoir communiquer. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour votre présentation qui dépasse le cadre de l'eau, parce que l'eau, en effet, il touche tous les secteurs de façon directe et indirecte. Vous avez dit quelque chose d'extra... Tout ce que vous avez dit est important, mais personnellement, j'ai retenu quelque chose avec laquelle vous avez fini votre présentation, c'est que cette crise liée au Covid-19 nous a montré l'ampleur, disons, de la crise et la façon, le désastre que ça représente pour la gestion, aussi bien dans les villes que à l'extérieur des villes, parce qu'en fait, tout est lié. Et vous nous avez prévenu de ce que ça risque d'être la crise suite à ce qu'on va vivre avec la crise conjuguée avec le changement climatique et l'environnement. Moi, je vous repose la question, Monsieur l'ambassadeur, et je pose la question à tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas vu que depuis des années, la communauté internationale ne fait que enregistrer les chiffres des gens qui meurent par l'accès à l'eau insalubre? Une personne meurt chaque les 10 secondes, Monsieur l'ambassadeur, et personne n'a levé le petit doigt. Alors, à quoi ça sert d'attendre la crise conjuguée changement climatique? Beaucoup ne seraient plus là et ils s'en fichent. Alors, l'histoire nous a montré plein de choses et la communauté internationale n'a pas assez fait pour réduire ces problèmes liés à l'accès à l'eau. Maintenant, on regarde la pandémie, comment elle peut impacter l'infrastructure de l'eau. Si maintenant des personnes vulnérables meurent par l'accès à l'eau insalubre, avec les pandémies, avec le changement climatique et les crises environnementales, ce sont monsieur n'importe qui va mourir. Ce n'est pas que les pauvres et les vulnérables, d'accord? Parce que les infrastructures sont communes, une infrastructure, elle alimente des milliers, voire des millions d'habitants. Comment on va pouvoir gérer ces infrastructures à distance? Comment on va pouvoir assurer de faire l'entretien, la maintenance, etc. Si pendant la pandémie, donc Covid-19, l'Internet a continué à fonctionner, ce n'est pas sûr, avec la crise changement climatique et environnemental, ce type de moyens de communication continuera à fonctionner. Ouais. Comment on va gérer ou faire la gestion de l'eau ou disons la tarification de l'eau pour pallier à ce qu'on a vu pendant les crises? Je vous donne un exemple. Par exemple, pendant bien sûr le confinement, beaucoup de secteurs économiques n'ont pas fonctionné. Donc, les sociétés nationales de distribution de eau ont vu leurs factures baisser. Par exemple, je prends le cas de la SONED, elle a eu 10% moins puisque les gros consommateurs, les hôteliers qui payaient le tarif de l'eau le plus cher, il permet de faire donc l'équilibre entre ce que payait le citoyen normal et le secteur touristique. Ben, le secteur touristique n'a pas fonctionné, donc les revenus de la SONED ont beaucoup baissé et donc le déficit entre la tarification de l'eau et les revenus était encore plus important. Le cas était encore plus grave pour l'Office national de l'assainissement. Il n'y avait pas de revenus du tout. Pendant 2 mois, ils n'ont pas eu de revenus parce que l'Office national de l'assainissement reçoit les devances sur la consommation eau. Donc, s'il n'y a pas de consommation eau, il n'y a pas de redevance. Donc, c'était encore plus grave. Comment on va continuer à gérer toutes ces choses-là pour ne pas arriver à des crises, mais vraiment où tout le monde, et là, on ne peut plus parler
de ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord, il y a bien sûr les États pour ces échanges, donc nord-sud, etc. Et il n'y aura pas le citoyen, il sera déboussolé, ni le citoyen, ni les collectivités locales. Donc c'est extrêmement grave cette situation. Et là, je revois la question. Raouda, on va laisser répondre Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour ton intervention, très dynamique. Merci oui, beaucoup. c'est très, très, très stimulant. Eh ben, écoutez, c'est stimulant parce que vous mettez le doigt sur l'un des problèmes de fond. Je vois deux problèmes que vous avez, sur lesquels vous avez assisté. Le premier, c'est de dire ça fait des années qu'on parle de réchauffement climatique, de crise environnementale, etc. Il y a beaucoup d'actions internationales, mais beaucoup de discours et pas beaucoup d'actions. Et là, je dois vous dire que de manière officielle, je vous dirais naturellement, je pourrais vous répondre qu'un pays comme la France, qui a accueilli la COP 21, les accords de Paris et tout ça, est très engagé sur le climat, sur les questions environnementales et tout ça. Là, je serai dans mon rôle tout à fait officiel. Mais je peux vous dire également, à titre personnel et en qualité de citoyen, que la coopération et surtout la mobilisation de la communauté internationale contre le réchauffement climatique et pour la préservation de l'environnement est nettement insuffisant, très insuffisant. Alors, je ne vais pas dénoncer les uns et les autres, mais non, on a tous en tête un certain nombre de pays, et surtout de grands pays, qui ne veulent pas soit voir la vérité en face, soit dire les choses en face. On ne va pas commencer à nommer tel ou tel président dans le monde, mais il y a quand même des responsabilités qui devront un jour être assumées et qui, en tout cas, aujourd'hui, ouvrent la voie à de véritables scandales environnementaux. Vous savez, quand vous voyez les incendies en Californie, les incendies en Amazonie, les incendies en Australie, ce n'est pas le résultat du hasard, c'est simplement que la menace climatique et environnementale est en train de se rapprocher de plus en plus. Et là, vous avez tout à fait raison, il faut vraiment un sursaut de la communauté internationale. Cela étant, et là on se rejoint parfaitement, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, les États ne peuvent pas tout faire, les problèmes se posent sur le terrain et donc les solutions doivent aussi en partie se fonder sur le terrain, d'où la nécessité d'ouvrir le jeu des acteurs pour faire avancer les solutions. Il y a les États, il faut les garder, c'est comme ça que fonctionne la communauté internationale, donc pour le meilleur ou pour le pire, mais ils sont là et il faut naturellement préserver leur rôle et surtout leur faire bien comprendre leur champ de responsabilité. Mais il y a également les collectivités territoriales, il y a les citoyens, il y a la société civile et je ne pense pas que la bonne solution consiste à dire pour un citoyen le réchauffement climatique c'est très grave et je vais attendre ce que fait mon pays. Non. Il faut dire le réchauffement climatique c'est très grave et je vais voir ce que moi je peux faire. Et si on se fait tous ce raisonnement, eh bien on arrivera peut-être à faire avancer les choses. Donc différents niveaux de responsabilité, mais surtout mobilisation collective en vue d'un objectif commun. À mon avis, il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Très bien. Aurore, donc, qui avait demandé la parole. Donc, je lui passe la parole. Merci pour votre intervention. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui, oui. Très bien. Oui, merci. Je vous parle en tant qu'experte en eau, mais aussi en tant qu'ancienne auditrice de l'AVITEM, des séminaires de haut niveau. Donc, je voulais justement mettre en évidence, ou mettre en relief deux points. Bon, en tant que scientifique, lorsqu'on parle virus Covid et l'eau potable, heureusement que le virus n'a pas été détecté dans tout ce qui est eau potable, vu que nos systèmes conventionnels permettent d'éliminer ou inactiver le virus. Donc, ça, c'est un bon point. On peut dire qu'on est comment dire, sain et sauf.
Et deux, lorsque les chercheurs ont commencé à parler Nexus eau, énergie et agriculture, j'ai trouvé que l'AVITEM a commencé à parler Nexus environnement et aménagement territorial, donc ce qui était nouveau comme langage à écouter. Et le deuxième point dont je voulais parler, c'était cette différence entre pays du Nord et pays du Sud. Donc, étant libanaise, donc, on parle toujours du Liban comme un château d'eau du Moyen-Orient, alors que dans le pays, il y a pas mal de pauvreté en termes d'approvisionnement en eau. Et là, donc, je travaille à l'université de Gand, en Belgique, et je trouve que l'investissement au point de vue recherche, au point de vue matériel pour mettre en place des systèmes d'approvisionnement ou de traitement, de réutilisation des eaux usées, donc, est très fort. Donc, je vois cette différence qui existe. Et à la fin, donc, Monsieur Messonnier, vous étiez en train de parler de mettre en place un observatoire mondial des eaux non conventionnelles, si je ne me trompe Oui, pas. c'est exact. Oui. Et je voulais mettre notre expertise à l'Université de Gand et la mienne au sein de cet observatoire, vu que je peux moi-même parler aux Méditerranée, et là, c'est l'expertise du Nord qui participe. Voilà. Bon, et merci encore pour ce séminaire très intéressant et très urgent. En tout cas, merci de votre intervention. C'est bien noté. Nous avons noté vos noms, vos coordonnées, nous les avons. Donc, on reprendra prochainement contact avec vous à ce sujet. L'IME a la chance et l'honneur de collaborer avec la FAO depuis cette année, notamment sur un des thèmes de eau non conventionnelle, qui est la réutilisation des eaux usées. Nous co-organisons avec la FAO et d'autres institutions 6 webinaires axés sur la réutilisation des eaux usées. Le premier avait lieu il y a quelques jours sur l'état de l'art en Méditerranée et dans le Golfe. Donc, ça a permis de savoir un peu quelle était la situation au Maghreb, au Machrek et dans le Golfe. Et donc, nous aurons prochainement une autre sur la gouvernance, une autre sur l'état de l'art des technologies, etc., etc. Et donc, nous vous inviterons, je fais passer le message aux organisateurs, aux organisatrices, que je salue d'ailleurs toujours parce qu'on oublie, mais chaque fois, il faut organiser ces webinaires, il faut relancer les gens. Et merci beaucoup à Ida et Malika qui font un travail remarquable. Donc, en tout cas, voilà, et c'est bien volontiers, au contraire. Nous, notre objectif, c'est d'ouvrir le plus possible aux connaissances, au savoir-faire, et de manière à en faire justement un observatoire. Et cet observatoire, il ne sera pas là pour l'année 2021, il sera là pour des années et des années. C'est-à-dire, il faut qu'il continue et qu'il soit évolutif et qu'il partage l'expérience et les solutions qui sont apportées chaque fois en termes de traitement, en termes d'énergie, qui est un des enjeux majeurs de tout ça, puisque si on parle de nouveaux traitements, eh bien, chaque fois, ils sont plus consommateurs en énergie. Donc, il faut trouver des solutions qui permettent justement de limiter ces consommations d'énergie. Même quand on parle d'évolution de la 5G, d'évolution des mathématiques quantiques, je veux dire, tout ça, c'est des consommations d'énergie phénoménales. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça, sachant qu'il y a encore peut-être 1 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à l'énergie, qui n'ont pas accès à l'eau. Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas accès à l'assainissement, parce que là, on dépasse plus de la moitié de la planète. Donc, quand je dis assainissement, un assainissement digne de ce nom, avec un collecteur, avec une station d'épuration et un rejet conforme dans le milieu naturel. Hein. C'est ça quand on parle assainissement. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre intervention et c'est bien volontiers qu'on reviendra vers vous. Guy Floret a demandé l'intervention. Guy Floret est un ancien de l'UPM et il est également un ancien de la BEI. Et je te passe la parole, Guy, rapidement, s'il te plaît, pour qu'on puisse conclure ensuite. Il faut ouvrir le micro, Guy, si tu es encore là.
Vous m'entendez là? Oui, très bien, Guy, très bien. Alors, merci Alain. Bonsoir Bernard, cher ami, et bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Oui, Bernard, tu as évoqué la question de comment mobiliser la Commission européenne. Parce qu'effectivement, il y a un déficit de financement très important, notamment dans le domaine de l'assainissement. Et le Covid a, je dirais, encore impacté très fortement, je dirais, la stratégie de financement est augmentée puisqu'il y a un déficit qui s'est accru, en fait. Tout à l'heure, une de nos collègues nous en parlait. Toi qui es ambassadeur, comment tu vois comment tu vois l'articulation entre une stratégie un peu plus proactive de l'eau dans le nouveau contexte du Covid et ce que pourrait faire et comment travailler avec la Commission européenne à ce sujet. Ouais. Merci. Merci. Je peux intervenir? Oui, oui, je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Tout d'abord, juste un mot pour dire que je suis très très heureux de retrouver Aurore Assaker dans cette conférence. Aurore a été il y a 2 ans une auditrice tout à fait remarquable et une formidable ambassadrice du Liban dans les séminaires de la Vitem. Donc je suis très très heureux de la retrouver ici, de la voir continuer à travailler sur ces sujets, de savoir qu'elle est dans cette grande université belge que je connais très bien. Et puis, tout à fait entre nous, Monsieur Messonnier, mais ne le dites à personne, la maman d'Aurore fait des pâtisseries libanaises absolument extraordinaires. Mais ça reste en secret entre nous et surtout que personne ne le répète. En tout cas, Aurore, très très heureux. Ça sera sur les réseaux sociaux dès ce soir. Voilà, ça reste entre nous. Guy, oui, c'est effectivement, tu poses une bonne question. Tu me poses une bonne question parce que au niveau européen, c'est vrai que le moment n'est pas très très bon. On est mobilisé à Bruxelles sur ce dossier énorme de la sortie des Britanniques, le Brexit. Donc c'est une négociation qui prend un temps et une énergie considérable. Et il est évident que d'aller à Bruxelles pour parler de la Méditerranée au moment où Monsieur Michel Barnier est en train de négocier le Brexit, c'est vrai qu'il est un peu difficile de se faire entendre. Et puis au même moment, bien sûr, on va à Bruxelles, on leur parle de la Méditerranée et eux, ils nous parlent de l'Arménie, du Haut-Karabakh, de la Biélorussie, de ces opposants russes qui boivent du thé un peu frelaté à Moscou, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'autres sujets qui peuvent des fois faire penser à nos amis à Bruxelles à d'autres sujets. Et puis, il y a tout le plan de relance européen qui est en cours de discussion entre la Commission et le Parlement, avec au milieu ce point de désaccord qui est très fort sur la conditionnalité démocratique, disons, de l'octroi. Alors donc avec les problèmes qu'on a qui se posent en tout cas avec les Hongrois notamment. Donc il est clair qu'aller à Bruxelles et dire voilà la Méditerranée d'une part, l'environnement d'autre part, etc. C'est très important. C'est pas toujours gagné. Moi, je reste quand même personnellement optimiste parce que il y a d'abord tous les pays européens du Sud qui sont mobilisés sur ces questions. Je pense naturellement à la France, mais également à l'Espagne, à l'Italie, à Malte, à la Grèce, à la Croatie. Je pense également, et tu le sais mieux que moi, à tout ce travail que réalise l'UPM depuis Barcelone. Et puis peut-être qu'on a historiquement des comptes à rendre aussi. Au mois de novembre de 2020, on va fêter, enfin si je puis dire, on va célébrer en tout cas le 25e anniversaire du processus
de coopération euro-méditerranéenne qui avait été lancé à Barcelone en 1995. Et moi, je m'en souviens très bien, puisque à l'époque, j'étais présent à Barcelone. Et donc, un quart de siècle d'engagement de l'Europe sur l'espace méditerranéen et de coopération euro-méditerranéenne, peut-être que ça va en faire réfléchir quelques-uns sur le bilan qu'on peut présenter au bout de 25 ans de ce processus de coopération. Donc, moi, je pense que, cette articulation sur l'environnement, l'eau, la stratégie qui doit se développer autour de ce tandem, et même plus avec l'énergie, etc., et la Commission européenne, là, je pense qu'il y a un champ des possibles qui reste quand même très, très ouvert et qui reste très large. Mais c'est précisément à des acteurs comme nous tous de porter les messages aussi à Bruxelles. Et là, moi, ce que j'observe, c'est que nos amis italiens, nos amis espagnols, qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait européen que nous, en France, portent davantage ce discours à Bruxelles que nous, Français, nous le faisons. Il faut que dans notre pays, en France, et pas simplement l'État, ou pas simplement les députés européens qui font un formidable travail, mais il faut que ce soit aussi les citoyens, les acteurs de la société civile qui fassent le voyage à Bruxelles pour aller porter leur message, pour aller présenter leur dossier, pour aller demander des fonds européens, etc., etc. Et ça, je trouve qu'en France, on a une petite longueur de retard par rapport notamment à nos collègues italiens, espagnols, grecs et autres. On a du chemin à refaire sur cette thématique-là. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous remercie beaucoup de vos interventions. Je remercie beaucoup tout le monde d'être resté aussi tard, puisqu'on a passé 2 heures ensemble pratiquement. Donc, simplement, peut-être pour terminer, j'avais une observation de mon ami Ramiro Martinez qui résume assez bien la situation de son point de vue, monsieur l'ambassadeur. C'est pour le premier monde, le Covid, c'est la première question sur la table. Pour le reste, les problèmes habituels sont devant. Et c'est un Espagnol qui parle. Donc, voilà, je lui laisse la responsabilité de ça. Il y a d'autres commentaires. Aussi, la pandémie nous a appris que l'on peut faire beaucoup de choses à distance, cours à distance, réunions à distance, conférences à distance, travail à distance. Finalement, on peut faire beaucoup de choses à distance et gagner du temps et de l'argent. Comment allons-nous voir cette nouvelle façon de vivre? Internet doit être développé énormément, et en particulier dans les pays en voie de développement, etc. On en a parlé tout à l'heure. Donc, j'essaye d'être assez exhaustif. L'expérience du confinement a permis à certains écosystèmes de retrouver leurs droits. Très bien, bon, ben, ok, allons-y alors. Il est certain que si on continue à travailler à distance, ça permettra à la nature de mieux se porter, bien sûr, dans certaines mesures. Bon, personnellement, je suis très favorable au webinaire, et la preuve, c'est que nous en organisons, et nous en organiserons d'autres. La prochaine aura lieu le 16 novembre avec une intervention de Nicolas Roche, qui vient d'être nommé au Haut Conseil de la santé publique. Nicolas Roche est professeur à l'Université de Marseille, mais également au Maroc, à l'Université de Marrakech, la nouvelle université qui vient d'être créée, on va dire polytechnique. Et donc, on parlera du WASH, c'est-à-dire, bon, effectivement, de tout ce qui est eau et santé, entre autres, et de son avenir. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous sommes très contents, très fiers à l'IME d'organiser ça, et on essaiera à l'avenir, et on va le faire, je vous le promets, de faire plutôt des webinaires avec 2-3 intervenants, et notamment des intervenants du Sud. À ce jour, on ne l'a pas encore fait. C'est à faire, il faut qu'on le fasse. Et donc, bienvenue à ceux qui ont envie d'intervenir sur des sujets qui concernent bien sûr l'IME et ses objectifs principaux, qu'on aura l'occasion de partager d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et à très bientôt. Merci.
Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, professeur Ketab d'Alger. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.